bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cet atelier malgré les grèves du jour. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à venir sur l'île aujourd'hui. Donc je me présente, Sébastien Viou, je suis chez Storm Shield depuis quelques années maintenant et je suis accompagné de Pierre-Olivier Kaplan qui est notre leader technique de la cellule de Threat Intelligence. Et on va vous parler aujourd'hui de notre plateforme Storm Shield XDR, terme à la mode, il est vrai, et on va essayer de vous montrer notre vision du XDR chez Storm Shield, comment on le conçoit et pourquoi. Donc on va évidemment vous faire une démonstration, on va parler un petit peu après de cas d'usage. Mais déjà, bon, le XDR, pourquoi? Pourquoi faire du XDR aujourd'hui? Nous, chez Storm Shield, on a toujours eu une approche de protection. C'est-à-dire que pour nous, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur un système lors d'une cyberattaque. C'est protéger du mieux possible, empêcher l'attaque d'aller au bout, empêcher le chiffrement des données, empêcher le vol de données, empêcher l'exploitation d'une vulnérabilité. Ça, c'est notre cœur de métier. Par de l'analyse comportementale forte, que ça soit sur notre firewall NDR, que ça soit sur notre sandboxing, avec de l'analyse comportementale et d'intelligence artificielle sur les fichiers, que ça soit sur notre protection du poste avec de l'EDR, ou que ça soit encore via tous nos flux de Threat Intelligence. Voilà, seulement protéger, on le sait tous, la protection absolue, le 100%, bon, bah celui qui le trouve, il fera fortune dans la cyber. Mais c'est pas demain la veille qu'on va le trouver. Donc il faut savoir également réagir quand quelque chose passe, parce que les signaux sont pas assez clairs, parce que parfois ça arrive des configurations mal faites sur les systèmes de protection aussi, hein, pour plein de raisons. Les attaques peuvent passer, ou en tout cas arriver à des points où la protection n'est pas le plus efficace. Je pense notamment à un poste qui arrive vérolé sur le système d'information pour x, y raison. Donc la réalité, c'est qu'il y a des attaques qui vont passer, malgré tous les efforts de protection qu'on fait. Et nous, on voulait avoir une réponse à ça. On voulait aussi donner à nos clients la capacité non pas que de protéger, mais de réagir vite et bien, de gagner du temps de réaction par rapport à des solutions hétérogènes, de pouvoir contrer ces attaques sophistiquées d'une autre manière que via nos protections. Alors comment on fait? On fait via cette plateforme qui utilise tous nos produits. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Notre firewall, c'est un NDR quand il est en mode audit. Notre solution de protection du poste, c'est un EDR. Notre solution de sandboxing, c'est un FileDR. Et notre Threat Intelligence amène une quantité très importante de données qui permet de faire de la détection. Tout ça, on va l'orchestrer, le faire fonctionner grâce à notre SLS, qui est un outil de supervision et de gestion des événements, et qui va être, d'ici la fin de l'année, un SOAR également. Et on va orchestrer la réponse, on va gérer de façon globale les incidents de sécurité et la réponse grâce à nos solutions. Donc, pour être, mieux vaut une démo qu'un long discours. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un scénario. Alors, le scénario, c'est quoi? C'est la société Incredible Data, la société de business intelligence avec un portail ici qui permet à des PME, à des gestionnaires de PME de rentrer de la donnée et de la travailler. C'est un portail tout bête, hein, on peut avoir du MFA sur le login, il n'y a pas de souci, c'est un portail en Java. Pourquoi je dis Java? Ceux qui connaissent Log4j me voient venir. C'est un portail Java qui fonctionne bien. L'architecture, elle est relativement standard. Bon, l'architecture de la démo, c'est celle-ci. D'un côté, l'attaquant, les réseaux sociaux, toujours nécessaires pour un attaquant pour trouver de l'info, pour mener à bien une attaque. Le serveur frontal qui est en DMZ, protégé, alors là, volontairement, vous verrez, configurer de façon un peu légère nos équipements avec par contre la détection NDR, à la fois en frontal et à la fois entre le serveur Exchange et le serveur frontal. Sur le serveur Exchange, sur les postes de la protection, EPP-EDR avec nos solutions également, et le management XDR. Bon, on n'est pas représenté ici le SaaS avec le FileDR et la Threat Intel. Voilà l'architecture, tout bête, évidemment, on est dans le cadre d'une démonstration. Le scénario, on va avoir toutes les phases classiques d'une attaque. On commence par la collecte, la découverte. Je vous ai parlé des réseaux sociaux, trouver des informations sur une cible,
C'est nécessaire pour pouvoir mener des exploits de qualité, faire du scan, que ce soit du scan de découverte de ports, découverte de systèmes ouverts à l'extérieur, que ce soit scan de vulnérabilité aussi, quel est le système, quelle est sa version, qu'est-ce qui est exploitable dessus. L'exploitation en elle-même de la vulnérabilité, ça sera du Log4Shell, qui n'a pas été corrigé. Évidemment, transfert des outils invasifs du hacker. Pierre-Olivier vous en parlera, un petit Metasploit, un petit Ragnar Locker. Latéralisation indispensable, scan interne, qu'est-ce qui se trouve dans le réseau, qu'est-ce qui est accessible. Et là, exploitation d'une nouvelle vulnérabilité, Microsoft, parce qu'il y en a quand même assez pour en trouver une. Proxylogon, suppression des traces, très important, c'est toujours fait ça dans une attaque. Exfiltration, toujours avant de chiffrer, qu'est-ce qui se passe? On a forcément de l'exfiltration des données, ça sera fait également lors de cette simulation. Et puis, exécution, le cyberattaquant va détonner sa charge malveillante qui déclenchera le chiffrement sur l'ensemble des postes. Et Pierre-Olivier, je te laisse nous faire rêver. Bon, on va juste transférer la vidéo du bon côté de l'écran. Voilà. Merci Sébastien. Je vous propose à présent de mener ensemble cette attaque APT. Nous allons successivement suivre l'attaquant à travers ses yeux, mais pas que. Nous allons avoir également l'administrateur qui va, grâce au système XDR justement, pouvoir recevoir les informations immédiatement et appliquer la remédiation. Alors là, nous sommes dans la situation initiale, donc les yeux de l'attaquant. Quelle est-elle? L'attaquant, il a réussi à voler une adresse mail d'un employé d'Incredible Data justement via les réseaux sociaux. Et là, il est justement en train de découvrir ce fameux portail web qui est exposé sur Internet. Mais Pierre-Olivier, on est d'accord, il a volé que l'adresse, pas le compte. Oui, que l'adresse. Il sait qu'elle existe. Voilà. Ouais. Donc c'est parti, là, il est en train de découvrir ce portail. Et la première chose qu'il va faire, c'est lancer un script de scan automatique de vulnes sur ce portail web pour tester les vulnes. Bon. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. On avait parlé de Log4Shell, la faille Java, et là, il va tenter de l'activer sur le serveur web. Donc, il injecte sa commande et il attaque le serveur. Et là, le serveur répond. Le serveur est tombé dans le piège et l'attaquant a réussi à obtenir la main sur le serveur. Immédiatement, côté administration, nous recevons une adresse mail venant du XDR indiquant que le serveur web est compromis. Ah, alors, l'administrateur se précipite sur l'interface justement de SLS, Storm Shield Log Supervisor, pour aller analyser ça. Donc tout d'abord, il va se retrouver ici, sur le tableau de bord principal, où en haut à gauche, il va pouvoir avoir la confirmation qu'il vient bien d'avoir un événement grave. Et il va tout d'abord passer en revue les tableaux de bord principaux de SLS, pour justement faire une revue de l'activité récente Sécu, donc des tableaux de bord qui sont construits justement sur les alarmes levées par les pare-feux SNS, donc l'activité réseau, et les éléments SES, donc les workstations. Donc là, il va faire sa première revue. Ensuite, il va aller dans le panneau incident. Et là, l'incident apparaît. L'incident apparaît ici, Web Server Compromise, ça y est, c'est là. Et ce panneau est intéressant puisqu'il va pouvoir passer en revue les données liées à cet incident, les analyser et à la fin les clore une fois qu'il aura fait sa remédiation. Donc ici, il va aller justement analyser les données de cet incident-là, du serveur web compromis, et il va retirer les informations suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, sur la gauche, vous pouvez observer la source de la menace. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'adresse IP de l'attaquant. Ensuite, le score de menace, ici très élevé. Ce fameux score, il est calculé en fonction de la sévérité des alarmes reçues, mais pas que. Il est aussi corrélé avec notre moteur d'IP réputation sur le pare-feu SORPI et SNS. C'est-à-dire que si l'adresse IP de l'attaquant est connue par nos bases d'IP réputation, ça fait faire grimper ce score. Et enfin, sur la droite, vous avez toute une longue liste d'alarmes. Ce sont toutes les alarmes qui sont liées à cet incident, dans l'ordre chronologique. Et ça, c'est important, puisque ça va pouvoir permettre précisément à l'attaquant de savoir ce qui s'est passé, dans le bon ordre et de façon exhaustive. Alors, pas l'attaquant. Oui, pardon, l'administrateur, ouais. Oui. L'attaquant, il le sait déjà. Il le sait déjà. Alors, vous pouvez voir ici que cette liste est très longue. Elle est très longue, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, la première action de l'attaquant, ça avait été de lancer un scan de vuln.
Et ça a été détecté, ça a généré beaucoup d'alarmes. Et si on voit tout en bas de cette fameuse liste, vous retrouvez les alarmes liées à Log4Shell. Et là, l'administrateur est au courant. Il sait que son serveur web a été compromis de cette façon. Bien. Alors, avant de passer à une action de remédiation, nous allons revenir à notre attaquant. Notre attaquant, il a réussi à établir une tête de pont sur le réseau. Il a infecté le serveur web. Donc maintenant, il veut évidemment s'étendre. Et pour s'étendre, il va avoir besoin d'importer ses propres scripts, ses propres outils en local pour faire son exploitation future. Donc là, on le voit ici en train de récupérer un fichier qui s'appelle ragnarlocker.exe. Ragnarlocker, vous connaissez peut-être, c'est un ransomware. Je précise que le fichier là qui a été récupéré, c'est le vrai ransomware. Et ça va servir beaucoup pour la suite. Ensuite, eh bien, on analyse le réseau interne. On cherche à s'étendre. Donc là, on scanne les ports d'une machine et on analyse ensemble les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons des choses intéressantes ici. Nous voyons d'abord du LDAP, du Kerberos. Ça fait penser très fort à une machine Windows et notamment à un Active Directory. Donc, évidemment, un serveur stratégique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du SMTP, de l'IMAP. Ça fait penser à de la messagerie, donc potentiellement aussi du Exchange. Alors, c'est un serveur qui cumule les fonctions, très mauvaise pratique, et évidemment hautement stratégique. Donc là, pour l'attaquant, ça va être très intéressant. Surtout qu'il n'est pas à jour. Oui, surtout qu'il n'est pas à jour. En plus, il n'est pas à jour et ça va bien nous servir puisque nous allons l'attaquer en utilisant la vulnérabilité qui cible Exchange, qui s'appelle ProxyLogon. Alors là, c'est parti. L'attaquant va se servir des outils qu'il a préalablement apportés pour justement tenter d'exploiter ce fameux ProxyLogon. Donc là, il lance son outil, un outil bien connu, et il va choisir justement ce Metasploit pour le citer. Metasploit pour ne pas le citer. Et il va choisir le script d'exploitation qui correspond justement à ProxyLogon. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et enfin, il va configurer son attaque. Donc pour ça, il remplit l'adresse IP qui va se faire attaquer, l'adresse IP qui lance l'attaque, et enfin, pour ProxyLogon, il faut avoir une adresse mail, justement, de quelqu'un sur ce serveur Exchange. Et là, ça tombe bien, parce que souvenez-vous, l'attaquant, il avait initialement réussi à obtenir une des adresses mail de quelqu'un. Donc là, Roger le test at incredibledata.local. Et là, maintenant, tout est prêt. Tout est prêt pour notre attaque. Donc, c'est parti. On le lance et l'attaque réussit. Nous voilà désormais à présent sur le serveur Windows. Donc là, immédiatement, ce que fait l'attaquant, c'est qu'il pousse le ransomware dessus. Je précise, là, on a seulement uploadé le ransomware. On ne l'a pas encore exécuté. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ce sera la pièce finale. Ensuite, on efface les logs. On couvre ces traces. Pour ça, on utilise l'outil WFTUtil, un outil Windows qui permet de supprimer les événements Windows. Donc là, il couvre ces traces. Et enfin, on va chercher à voler des fichiers confidentiels qui ont de la valeur, qu'on va pouvoir monnayer ou pour faire du chantage. Donc là, on va dans les dossiers des utilisateurs, le dossier de l'administrateur. On va analyser un petit peu tous ces documents, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un dossier qui s'appelle confidentiel. Ça, c'est très appétissant. On va afficher son contenu. Et on voit que dans ce fichier, il y a des fameux fichiers docx. Et donc ça, c'est très bien. Un fichier qui s'appelle topology.docx, on le télécharge et on le récupère. Et là, immédiatement, à nouveau, pour le pauvre administrateur, une nouvelle alerte. Accès à un fichier interdit. Donc, on va de nouveau analyser les détails sur SLS. Notre alerte apparaît ici à nouveau dans la liste des incidents, qui vient se cumuler à la première. Et on va cette fois aussi analyser les données et voir cette fois des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, sur la colonne de gauche, vous avez l'host qui a été infecté. Ici, un serveur Windows 2012. À nouveau, le score de menace, très élevé ici. Si vous regardez tout à droite, vous avez la liste des alarmes correspondantes. Alors, si on analyse en détail, la première alarme correspond à du code PowerShell qui a été détecté comme malicieux. Il s'agit en fait du ProxyLogon, de son activité. Ensuite, sur l'alarme suivante, vous retrouvez le WFTUtil. Et donc là, l'administrateur peut comprendre qu'on lui a effacé ses logs. Et enfin, sur la dernière alarme, vous avez le fameux vol de fichiers. Vous voyez que PowerShell a lu le fichier topology.docx. Et là, l'administrateur sait directement quels fichiers ont été lus, quels fichiers ont été dérobés. Et ça, au moins, il a l'information rapidement. Et alors, sur la colonne d'avant, et c'est là aussi qui est très intéressant, et c'est la force de la corrélation justement entre les logs SNS côté réseau et les logs endpoint SES côté workstation, c'est que vous avez le vecteur de compromission. C'est-à-dire comment l'attaquant est arrivé jusque-là.
Et là, vous retrouvez justement les alarmes liées à Log4Shell, vous retrouvez le scan de port qu'il a fait, et vous retrouvez le proxy logon. Et donc là, c'est super pour l'administrateur, puisqu'en fait, toute son enquête est déjà faite. Tout est là. Il n'y a pas besoin d'aller sur chaque équipement spécifiquement pour essayer de reconstituer le puzzle. Et ça, c'est très bien pour lui, pour effectuer une remédiation rapide et exhaustive. Pour gagner du temps. Exactement. Mais à nouveau, avant de parler de remédiation, pour rappel, l'attaquant avait placé son ransomware sur la machine. Et la dernière étape de son plan diabolique serait évidemment de déclencher le ransomware. Donc il avait placé voilà, le ransomware sur la base des fichiers. Donc à présent, il va à nouveau se reconnecter sur sa console et le déclencher pour porter un coup final à Incredible Data. Donc l'attaquant retourne à la racine des fichiers et il va déclencher ragnarlocker.exe. Voilà, c'est chose faite. Bien. Alors à nouveau pour l'administrateur, nouvelle alerte avec les données d'incident à nouveau que nous allons analyser. Alors qu'est-ce qu'on retrouve cette fois? Eh bien, le host n'a pas changé, c'est toujours le même. Le threat score toujours aussi élevé puisqu'il s'agit d'un ransomware. Le compromission vector est strictement le même aussi puisque le chemin d'attaque est le même. Et enfin, dans la liste des alarmes, vous en avez deux ici qui correspondent au processus Ragnarlocker qui a été détecté par SES comme dangereux et bloqué. Donc on avait laissé au moins cette protection en place pour que le ransomware ne fasse pas trop de dégâts. Et alors, muni de tous ces éléments maintenant, eh bien l'administrateur va pouvoir procéder à la remédiation. Alors, la remédiation, elle va commencer tout d'abord côté réseau. Côté réseau sur le pare-feu SNS, sur lequel il va se connecter, pour justement déjà limiter la zone de la menace, limiter son périmètre d'action. Alors tout d'abord, il réactive l'IPS, il était en mode NDR, et maintenant il réactive l'IPS pour que justement les alarmes que nous créons puissent être réactivées, et permettre de détecter justement les attaques comme Log4Shell, comme Proxy Logon, les scans de port et compagnie. Ensuite, on bloque l'adresse IP de l'attaquant, tout simplement, une règle de flux classique, à savoir que une autre solution peut être d'utiliser les bases d'IP réputation. Si l'IP de l'attaquant est considérée comme dangereuse chez nous, eh bien, ça aurait pu fonctionner comme ça. Et enfin, on isole le serveur web compromis. Alors ça, pour deux raisons. Tout d'abord, pour l'empêcher de communiquer avec un éventuel C2, et puis aussi pour l'isoler sur le réseau interne, pour limiter le périmètre des dégâts. Ça, c'était pour la partie réseau. Donc là, il est en train de recréer la règle justement pour isoler le serveur compromis. Ça, c'est pour la partie réseau. Maintenant, la partie workstation. Donc pour ça, ça va concerner notre solution SES, Storm Shield Endpoint Security. Là, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est la console SES Evolution, qui pilote justement tous les agents SES de la société. Et à partir de là, il va pouvoir retrouver justement dans les alarmes SES l'alarme qui est liée au ransomware Ragnarlocker et à partir de là, créer des tâches de remédiation. Donc sa première tâche ici, c'est d'ordonner de restaurer les shadow copies, puisque avant d'être détecté, le ransomware a pu chiffrer quelques fichiers, mais heureusement, on peut les restaurer grâce aux shadow copies. Donc là, on crée cette tâche de remédiation et ouf, les fichiers ne sont pas perdus. C'est déjà pas mal et ça permet de continuer son activité. Et ensuite, eh bien, on ordonne à toutes les workstations du parc de scanner leur système de fichiers pour effacer toute trace du ransomware. Ça en utilisant le hash du ransomware qui a été remonté par SES. Donc, on efface définitivement toute trace de compromission sur le réseau interne. Voilà, là, on a créé cette tâche et on l'active. Ça nous amène au bout de notre remédiation. Alors, si on doit dire un mot de fin, c'est que dans la contre-guérilla classique, il y a trois grandes étapes. Débusquer, isoler et éliminer. Et justement, grâce au XDR, l'administrateur a pu le faire. Là-dessus, Sébastien, je vais te repasser la main. Bien, merci Pierre-Olivier pour cette démo, riche en enseignements. On va basculer sur... Oui, c'est bon, merci. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur cette démo? Alors déjà, on a vu la version 1 du XDR Storm Shield, puisque la version 2, pour la fin d'année, on se permettra d'automatiser tous ces processus de réponse.
Aujourd'hui, vous avez vu du manuel. Demain, ça sera automatique. Alors, automatique, attention. Le XDR automatique, c'est quelque chose que nous, chez Storm Shield, on est plutôt contre. Simplifier et préparer, oui. Mais le déclenchement, il doit toujours être réalisé par le métier, par l'administrateur sécu à minima. Parce que s'il commence à faire des réactions automatiques, on va avoir de mauvaises réactions automatiques. Donc ne jamais se substituer à l'administrateur sécu. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans la démo? On a pu voir la Threat Intelligence. Alors le sandboxing, pas tout à fait dans ce cas d'usage. Bon, on n'a pas chargé de fichiers via de mail, mais c'est un cas d'usage qui fonctionne aussi. On a vu cette première chose, on a vu la sécurité endpoint et la sécurité réseau en action pour détecter. Pour orchestrer, on a vu SLS avec le stockage de logs, la corrélation détection évidemment et l'alerting. Les processus et playbook seront pour la fin de l'année. La partie réponse, on est évidemment sur la protection des actifs via le endpoint, donc on peut réagir sur le endpoint, isoler un poste automatiquement, isoler des postes, supprimer des clés de registre, supprimer des fichiers, tuer un process, etc., 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 et restaurer les fameuses shadow copies indispensables. Sur la partie réseau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut restreindre la géologue des IP qui rentrent, on peut activer de l'IPREP, on peut charger des IP d'un SOC directement dans notre solution. On peut activer des signatures IPS que l'équipe de CTI Storm Shield aura conçues au fur et à mesure de la détection de nouvelles CVE critiques, parce que la plupart sont automatiquement bloquées par nos patterns génériques, mais certaines nécessitent, sont tellement subtiles maintenant, il faut quand même continuer de bosser. Et bien évidemment, pour un firewall, on peut très facilement isoler les actifs. Donc voilà la stratégie de réponse qu'on peut proposer. Qu'est-ce qu'on va gagner avec cette solution XDR? Quels sont les gains? D'un point de vue utilisateur final, d'un point de vue administrateur sécu, c'est la performance de la sécurité, parce que c'est de la sécurité réalisée par une seule et même équipe. Tous ces scénarios de détection sont conçus par l'équipe CTI qui travaille cross-produit, qui travaille sur le SNS, sur le SES, sur le SLS, sur la CTI. C'est une solution unifiée. C'est Storm Shield qui réalise l'ensemble des produits, et donc ces produits sont développés en cohérence entre eux. C'est facilement intégrable, parce que là, on vous présente du XDR entre guillemets fermé, puisque ce sont nos solutions qu'on utilise et notre plateforme, mais tous nos produits ont des API ouvertes et elles peuvent être pilotées par d'autres solutions XDR tiers. Je pense à Sequoia par exemple, ou à Logpoint, peu importe. On peut être piloté par des solutions tiers, et ça c'est important. Là, on a une solution clé en main, mais évidemment, si vous avez un seul produit, vous pouvez le piloter via votre XDR existant. J'insiste parce que ça fait partie de la réponse cybersécurité face aux menaces. On doit ne pas jouer perso, et donc on veut rester ouvert. Après, on va avoir des scénarios préprogrammés, quelques cas d'usage relativement courants dans les menaces. La clé USB malveillante, ça, on en trouve tous les jours par terre, enfin tous les jours peut-être pas, mais on en trouve régulièrement, qui contient un trojan par exemple. Le trojan va contacter le centre de command and control pour pouvoir prendre la main sur le poste. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va détecter la connexion de clé inconnue, le branchement de clé inconnue. On va détecter qu'il y a un nouveau processus qui se lance, qu'il y a une tentative de contact d'un C2C, qu'il y a un comportement anormal sur le poste, peut-être, consommation de charge. On va pouvoir faire une remédiation, on va pouvoir l'isoler ce poste, on va pouvoir tuer le processus, on va pouvoir interdire cette clé sur d'autres postes pour prévenir le fait qu'elle soit transmise à d'autres, on va pouvoir interdire son tag USB, son ID, voilà, merci. Ça c'est pour la partie USB. On a aussi le cas d'usage du serveur web qui subit une attaque DDoS. Bon, là on va être très orienté réseau, mais c'est intéressant de le noter, parce qu'on va détecter qu'il y a quelques IP malveillantes qui requêtent ce serveur. On va détecter un burst dans un SYN-flood par exemple. Et on va pouvoir répondre, on va pouvoir restreindre la zone géographique, on va pouvoir interdire les IP malveillantes, évidemment. On va pouvoir activer une QoS spécifique sur ce serveur pour le protéger. Et en faisant ça, j'insiste sur la pérennité de la réponse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, on va le laisser,
Parce que ça veut dire que ce serveur a besoin d'être plus protégé. Et donc là, on est dans le cercle vertueux de l'amélioration continue. Tout ce qu'on fait sur les solutions Storm Shield pour protéger et réagir, finalement, comme ce sont des solutions de protection, elles sont faites pour. Donc il y a une granularité, il y a une capacité de configuration qui permet de laisser en place ces réponses pour pas se refaire avoir de la même façon. Donc on va les laisser évidemment après. C'est une façon d'améliorer notre sécurité. Allez, pour finir un petit dernier, le rebond du réseau interne, un poste qui vient se connecter, qui n'a pas le droit, qui va commencer à faire ses scans, qui va commencer à tenter d'exploiter des vulnérabilités sur des postes, sur des serveurs, ça pareil, et ben on va le détecter parce qu'on va avoir les scans, parce qu'on va avoir les tentatives d'exploit par les alertes générées sur le NDR, sur l'EDR, parce qu'on a des scans Yara aussi sur l'EDR, on a des scans d'IOC aussi sur l'EDR. Donc ça on va le voir. Et puis la réponse, bon vous l'avez compris, hein, on va créer des règles d'isolation, c'est le plus efficace, où on peut toujours tuer le poste là en l'occurrence. Alors s'il n'est pas managé c'est plus compliqué, on va surtout l'isoler. Mais en imaginant que ce soit un poste compromis qui était managé, on pourrait carrément éteindre ce poste. Voilà, j'en avais un dernier, mais je voulais laisser la place aux questions. L'emailing avec un fichier malveillant, où là on va travailler avec le FDR, le scan en profondeur des fichiers qui arrivent sur la messagerie, qui donnent des informations et qui permettent de réagir. Si ce fichier, l'inconvénient du sandboxing, c'est que parfois il passe, il a le temps de passer, il a le temps d'être ouvert, on peut réagir très vite aussi. On détecte ce fichier, on répand l'information du hash sur l'ensemble des postes, sur l'ensemble des firewalls, et on bloque ce fichier pour tous les autres, et on va le tuer là où il est passé. Donc en synthèse, c'est une solution globale qu'on maîtrise chez Storm Shield et avec laquelle on peut fournir des scénarios de détection précis, des scénarios de détection à même de protéger les sociétés européennes. Pourquoi? Parce que c'est une solution XDR 100% souveraine. La cyberefficacité, parce qu'on a une puissance de détection et une puissance de protection qu'on continue de garder, bien sûr, grâce à des composants qui sont faits pour interagir entre eux, puisqu'ils sont conçus par une seule et même société. Voilà, j'en étais terminé avec notre stratégie XDR. Et est-ce que vous avez des questions techniques ou moins techniques? Oui. Oui, en fait, justement, via les alarmes, on a les informations de quels postes ont été compromis et après qui a communiqué avec qui et comment. Et après, justement, le scénario après est listé de façon chronologique. Toutes les alarmes que vous voyez du compromission de vecteur sont listées et après vous avez juste à suivre en finale ce qui est indiqué et comme ça vous pouvez tout retracer. Oui, c'est ça, voilà. Donc vous voyez ce qui s'est passé récemment et comment il est arrivé là. Enfin, toutes les on va dire les alarmes antérieures qui ont amené à cet incident. Si l'attaquant a réussi à chiffrer les données et en même temps il a réussi à prendre les données qui existent sur le serveur, quelle est la réaction qu'il faut faire dans ce cas-là? Pour le chiffrement des données, là en l'occurrence le système SES surveille les tentatives d'élimination des shadow copies sur Windows. Donc il peut déjà au moins bloquer cette action-là. Et à partir des shadow copies, justement, après vous pouvez les restaurer. Après pour le vol, je ne sais pas si tu veux. En fait, c'est typiquement l'un des exemples qui montre que le XDR, c'est un complément. C'est pas une solution contre les cyberattaques d'une manière générale, parce qu'il faut d'abord protéger. Parce que comme vous le dites très justement, si les données sont volées, c'est terminé, l'impact il est là. Alors si, évidemment, il faudrait qu'elles soient chiffrées, ces données. Et c'est pour ça qu'on a des solutions de chiffrement de fichiers et de chiffrement de répertoires et de mails, pour que si elles soient volées, elles sont inexploitables. Mais en l'occurrence, dans le scénario, la partie vol de données, s'il n'y a pas eu la réaction plus tôt, c'est terminé, c'est game over. Voilà. Ah ça, non, faut pas payer, faut jamais payer.
Est-ce qu'on peut lancer un chiffrement des données à la détection de la première vulnérabilité automatiquement? C'est un scénario qu'on a envisagé et techniquement, aujourd'hui on ne sait pas le faire, mais demain on peut tout à fait et on va envisager de le faire parce que comme on a une solution de chiffrement, ça serait dommage de s'en passer. Mais ouais, c'est une très bonne remarque. Personne? Oui. Là. Oui, merci. Une petite question. Effectivement, vous disiez que vous n'aimez pas trop de tout automatiser, mais on prend le cas où tout le monde a entendu que beaucoup d'attaquants attendent le vendredi soir ou le week-end qu'il n'y ait personne devant les écrans pour avoir le temps de mener leur attaque. Donc effectivement, dans ce cas-là, est-ce que malgré le fait que ça clignotait dans tous les sens, voilà, comment on combat ce type d'attaque? Honnêtement, ça c'est un choix, c'est un calcul de risque. Soit on peut choisir de répondre automatiquement, ou d'isoler, de se dire, bah, s'il se passe quelque chose, là je suis en week-end, j'ai pas de prod, puisque on imagine que vous parlez de cas où il n'y a pas d'astreinte et où il n'y a pas d'activité. On peut imaginer une réaction simple qui est de dire, bah, je ferme Internet, point, de toute façon c'est pas utilisé. Et pour tous les autres cas où s'il y a un vrai risque, on peut imaginer que c'est des sociétés qui ont des astreintes, et à ce moment-là, l'administrateur reçoit le mail sur son smartphone et réagit. C'est un peu comme... Par rapport à l'analyse comportementale, je voulais savoir juste s'il y avait une période d'apprentissage pour votre système. Il y a une période d'adaptation, mais plus de configuration, mais pas d'apprentissage. Question? Oui. Par rapport à la question de monsieur, effectivement, j'ai du mal à comprendre si oui ou non on peut, donc via les systèmes, automatiquement couper la menace, lui empêcher l'accès, surtout quand on a un tel score de 90 ou 100. Voilà, est-ce que c'est possible de vraiment juste automatiquement couper l'accès à l'attaquant? Dès que la version avec SOR sort, c'est pas terrible ça. Dès que la version avec le SOR sera disponible, oui, c'est possible techniquement. Après, il y a une posture, est-ce qu'on le fait ou pas, mais oui, techniquement, c'est possible. Là, pour le moment, ce que vous avez vu, c'est une remédiation 100% manuelle. Vous avez vu l'administrateur aller sur chaque équipement et faire ses corrections. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on cherche à faire aussi. Effectivement, la version automatique où ça se réglerait tout seul, entre guillemets. Oui. Oui, il la bloque en fait. Enfin, oui, là, dans le cas particulier, on l'avait. Et on est d'accord. Disons que là, les scores sont énormes parce que c'est des menaces très connues. Sinon, on travaille avec des signaux plus faibles et les scores sont plus bas. Voilà, mais vous avez raison. Mais bon, bonjour, petite question rapide au niveau de la CTI sur le PP, parce que c'est aussi une de vos solutions majeures. Sur quoi vous vous basez en termes de règles ou d'éléments CTI sur le PP pour bloquer? Est-ce que c'est du Sigma-based? Est-ce que c'est il y a forcément des éléments qui vous permettent de détecter et de bloquer enfin, simplement de détecter et de bloquer? Pour ça, justement, c'est le travail de notre équipe. Là, on a pas mal de sources de veille qu'on corrèle, justement dans le but de créer des protections le plus rapidement possible et qui sont efficaces. Donc, on a des règles Yara, on n'a pas Sigma, voilà. Mais Yara et de l'IOC qu'on collecte via nos feeds à nous. Voilà. Par contre, je pense que c'est terminé, donc je vois tout le monde s'en va pour aller sur les... Donc on va clore la session. Merci de votre écoute et bon FIC à vous.